Bienvenue à tous. Vous êtes bien sur le webinaire Quand l'impression 3D concurrence l'injection plastique, les bénéfices du polypropylène. On va commencer d'ici quelques instants. Je vais mettre en place un sondage. N'hésitez pas à y répondre. Donc, vous devriez voir un petit sondage s'afficher à l'écran. Il y a 5 questions. Voilà, ça va nous faire attendre les participants. On est déjà en place avec nos 2 speakers. Voilà, 5 questions. N'hésitez pas à y répondre pour ceux qui arrivent. On partagera les résultats du vote. Vos réponses aideront nos conférenciers à calibrer un peu l'audience d'aujourd'hui. Voilà, il y a 5 questions. Une question sur votre usage déjà de ce matériau, le polypropylène, dans le cadre de votre activité. Est-ce que vous avez déjà recours à la fabrication additive, alors que ce soit en interne ou via des prestataires? Est-ce que vous avez déjà utilisé le procédé HP Multijet Fusion dont on va parler aujourd'hui? Et aussi, dans quel secteur d'activité vous travaillez et le type d'application que vous réalisez si vous utilisez déjà la fabrication additive. Encore une fois, bienvenue à tous. Je vous propose qu'on commence tout doucement pour ce webinaire intitulé « Quand l'impression 3D concurrence l'injection, les bénéfices du polypropylène ». Aujourd'hui, j'aurai le plaisir de recevoir Adrien Rago de BASF Forward AM. Bonjour. Et Sébastien Cadalin, Application Engineer chez HP 3D Printing. Bonjour à tous. Je vais vous laisser peut-être tout simplement vous présenter, Adrien, Sébastien. On attend encore les gens qui arrivent au fur et à mesure. De votre côté, les participants, n'hésitez pas, il y a un vote, un sondage qui est en place. Je publierai les résultats dans quelques instants, mais ça sera bien utile pour nos conférenciers du jour. Adrien, je te laisse te présenter. Oui, merci Alexandre. Bonjour à tous. Donc Adrien Rago, je suis responsable des ventes de BASF Forward AM pour la France. BASF Forward AM qui fait partie du groupe BASF. Le groupe BASF, si vous ne nous connaissez pas, on est un grand groupe industriel de la chimie, grand au moins par la taille, puisque nous faisons de l'ordre de 60 milliards d'euros de chiffre d'affaires. En France, on fait 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires, qui est le deuxième marché européen de BASF après l'Allemagne. Nous sommes 120 000 employés, 367 sites de production, 6 sites Verbund. Verbund, c'est un concept de BASF qui consiste en de grands sites de production qui regroupent plusieurs dizaines d'usines interconnectées entre elles, qui sont donc assez grandes, la plus grande étant celle de Ludwigshafen, qui est le siège de BASF en Allemagne et qui comporte de l'ordre de 40 000 employés. Voilà. Autre chose qui tient à cœur de BASF, c'est la recherche et développement. On investit chaque année 2 milliards d'euros et et 10 000 personnes sont consacrées à ce domaine. BASF Forward AM en particulier, c'est une division un petit peu à part, qui est modeste en termes de taille par rapport au reste. On est environ 200. On est détenu à 100% par BASF. On est issu du rachat de diverses startups depuis 2017, mais aussi de croissance organique. Et on est présent sur les trois grandes technologies de l'impression 3D, de l'impression 3D de polymère, que sont les résines, les filaments et les poudres dont on va parler aujourd'hui. Sans oublier, pas que polymère, on a également un filament métal, voilà, pour faire des pièces 100% métal. Mais enfin, voilà une présentation rapide de moi-même et de BASF. Merci Adrien. Sébastien, merci Alexandre. Je te laisse la parole. Oui, bonjour. Donc, Sébastien Cadalin, je suis ingénieur d'application chez HP 3D sur le territoire français.
Mes activités se déclinent en 2 volets. Le premier, c'est faire sur d'exercices comme on fait aujourd'hui, des webinaires, diffuser les connaissances, comment designer en 3D, ce genre de choses. Et la deuxième partie, c'est accompagner nos clients, sur des projets concrets de réalisation de pièces, en 3D, donc sur tous les aspects, je dirais, techniques. HP sur la 3D depuis maintenant, 5 ans. Heu la R&D d'HP pour la partie 3D est en grande partie à Barcelone, en Europe. Et puis en France, on est une petite équipe, on est, 7 personnes, une équipe commerciale. Heu donc voilà, depuis 5 ans, HP, a sorti quelques imprimantes 3D, et de plus en plus de matériaux également, pour ces imprimantes, 3D. Merci Sébastien. Je propose de mettre fin au sondage. Je vais publier les résultats. Non, vous devriez voir les résultats. Première question, utilisez-vous déjà le polypropylène dans le cadre de votre activité? C'est assez mitigé. On a pas mal de potentiels nouveaux utilisateurs aujourd'hui. Deuxième question, avez-vous déjà recours à la fabrication additive? Bon, une grande majorité, oui. Certains plus régulièrement que d'autres. Connaissez-vous le procédé à multi-jet fusion? Alors oui, en majorité. Voilà, ce sera intéressant peut-être de revenir dessus. Et les secteurs, bon, c'est assez varié. On a un peu tous les secteurs qui sont représentés aujourd'hui. Voilà, pas de commentaires spéciaux. N'hésitez pas dans le chat aussi à donner les entreprises ou le secteur peut-être un peu plus précis dans lequel vous travaillez. Et le type d'application, alors relativement, alors c'est plutôt le prototypage rapide, encore une fois, mais voilà, on voit quand même qu'il y a une belle répartition, qu'il y a pas mal d'applications différentes quand même. C'est assez hétérogène, je pense. Je vous propose, je vais introduire le sujet et on va passer dans le cœur du sujet. Juste brièvement, notre agenda d'aujourd'hui. Après mon introduction, on reviendra justement un peu plus sur la techno multi-jet fusion, sur les développements et les matériaux qui lui sont propres. On reviendra sur l'arrivée du polypropylène. Donc, ce sera Adrien notamment qui interviendra sur cette partie. Voilà, quelles sont les spécificités du polypropylène, de son développement, mais aussi du matériau pour l'impression 3D. La quatrième partie, je pense que vous attendez tous sur des retours d'utilisateurs, comment les utilisateurs ont utilisé le PP aujourd'hui en fabrication additive. Alors, encore une fois, je crois qu'on va avoir un large éventail d'applications, que ce soit du prototypage, mais aussi de la pièce finie. Et voilà, on conclura là-dessus. Et ensuite, on se gardera une session de questions-réponses. Idéalement, on va essayer de faire 45 minutes sur la présentation et se garder les 15 dernières minutes de Q&A. Je ne vous promets rien sur l'agenda, il y a beaucoup de choses à dire. On a été obligé d'un peu réduire justement le contenu. Mais voilà, n'hésitez pas déjà à préparer vos questions dans le chat. On y répondra à la fin de cette présentation. Donc, bonne conférence à tous. En quelques mots, pour introduire le sujet de notre webinaire d'aujourd'hui, qui est intitulé « Quand l'impression 3D concurrence l'injection plastique, les bénéfices du polypropylène ». Ce polypropylène, c'est un matériau qui est assez connu, c'est un thermoplastique qui est assez populaire dans l'industrie classique. C'est d'ailleurs le deuxième aujourd'hui plastique le plus utilisé après les polyéthylènes. Selon une récente étude, j'ai essayé de chercher quelques chiffres de Xerfi, Eurostat EAP de 2018, la production de polypropylène en France, alors ce n'est pas le seul producteur mondial, mais la production de polypropylène en France a atteint plus de 2 milliards d'euros en 2018, soit un peu plus de 22% de l'ensemble des familles de matières plastiques. On retrouve, comme je vous disais, c'est un matériau qui est très populaire, on le retrouve dans de nombreuses applications, dans de nombreuses industries. Alors, comme ça, je vais en citer quelques-unes. La fabrication de tapis, de films pour les emballages, dans l'automobile. Il y a de nombreuses applications dans l'automobile pour la production de pare-chocs ou de tableaux de bord, mais aussi de pièces d'habitacle, dans de nombreuses pièces d'électroménager, d'ustensiles pour la cuisine, dans les jouets, dans les bagages, dans le mobilier de jardin. Voilà, encore une fois, un large éventail. On reviendra aujourd'hui sur ces bénéfices
pour l'impression 3D. Mais c'est vrai que dans l'industrie, et notamment dans l'injection plastique, ces bénéfices aujourd'hui sont bien connus. On retient, et vous me direz, n'hésitez pas si j'en oublie, Sébastien Adrien, mais on retient sa résistance mécanique, sa résistance aux produits chimiques et à l'abrasion, ses capacités d'isolant électrique, mais aussi alors c'est un peu plus récent, on arrive mieux aujourd'hui à le faire, mais c'est son taux de recyclabilité qui aujourd'hui atteint les 100%. Et c'est un point qui est important aussi pour l'impression, on reviendra dessus. Malgré sa popularité dans l'industrie traditionnelle et les avantages qu'on lui connaît, ce matériau était jusqu'à aujourd'hui assez peu présent dans le domaine de l'impression 3D. On le retrouvait exclusivement sous forme de filaments pour les imprimantes à dépôt de fil. Toutefois, les filaments PP qui existent sur le marché correspondent en réalité à des filaments proches PP. C'est pas du pur polypropylène. Ils sont souvent mélangés à d'autres familles de thermoplastiques afin de permettre son extrusion, parce que c'est un matériau qui n'est pas forcément très simple à extruder, et donc avec des caractéristiques finales, comme ils sont mélangés, qui sont forcément différentes du PP traditionnel. C'est l'objet de notre webinaire d'aujourd'hui, c'est l'arrivée d'un PP qui est plus pur, qui arrive sur le marché de l'impression 3D sous forme de poudre, cette fois-ci, compatible avec la technologie MJF, et qui va être davantage similaire à celui qu'on retrouve en injection. Encore une fois, d'où le sujet d'aujourd'hui, d'où l'invitation d'Adrien et de Sébastien qui vont nous présenter un peu tout ça, qui vont répondre à vos questions. Et plus globalement, qui vont nous montrer comment l'arrivée d'un matériau qui est déjà très populaire dans l'industrie permet de repousser les limites, les freins qu'on connaissait à l'impression 3D et de se rapprocher un petit peu plus de l'injection plastique en termes de volume, en termes de qualité, de critères qui sont très importants. Sébastien, je crois que c'est toi qui commence, donc je vais te laisser la parole et tu vas prendre la main. Normalement, tu as la main. Parfait, merci. Donc, juste pour poursuivre brièvement l'introduction, quand on veut comparer de l'injection et de l'impression, les demandes, les besoins des différents clients ou des producteurs, ils sont variés. Les gens ne veulent pas juste un matériau, mais ils veulent un bon matériau. Je vais cliquer 2 fois. Alors, voilà. Ils veulent un bon matériau, ils veulent des pièces de qualité, ils veulent être agiles dans la manipulation de matériaux, avoir de la répétabilité, un coût, un temps de fabrication, une capacité de production, de la précision, de la mécanique, de la certification. Voilà, donc un nouveau matériau sur le marché en impression 3D, ça doit adresser l'ensemble de ces besoins-là. C'est l'ensemble des requêtes qui sont demandées à un nouveau matériau. Et évidemment, on a juste à côté de ces demandes les habitudes et les références qui viennent du monde de l'injection. Donc, juste pour illustrer, voilà, je crois qu'il y a un peu de lag. J'ai peur de cliquer trop de fois. J'espère que ça... Voilà. Juste pour illustrer les grandes différences dans l'injection pour voilà, j'ai cliqué trop de fois. Pour un aspect déterminant qui est le prix, l'injection est souvent connue pour les grands volumes, alors que l'impression 3D, on a plutôt tendance à le réfléchir, à y penser comme vraiment un petit nombre de pièces. Aujourd'hui, ces limites, on va dire, à partir duquel c'est plus avantageux économiquement de passer sur une technologie ou une autre, sont sans cesse repoussées. Et donc là, on a un exemple où on a une pièce originale qui est en aluminium et qu'on a envisagé, c'est une pièce vraiment d'une machine HP, d'un traceur 2D, et qui a été soit usiné, soit fait en impression 3D, soit fait en injection. Et donc, il y a des projections qui sont établies. Là, on est en coût par pièce. Et évidemment, quand on injecte, on a, avant d'avoir la première pièce, on a un investissement en moule à réaliser. Donc, la première pièce coûte très cher. Et puis après, on amortit ce moule sur un nombre de pièces. Et donc, au bout d'un moment, on ne paye plus que la matière. Donc là, le prix devient littéralement imbattable quand on parle de millions de pièces, par exemple, pour le type d'automobile.
Mais on a un point de bascule, et ce point de bascule, on ne le compte pas en dizaines de pièces ou en centaines de pièces, mais souvent en milliers de pièces. Donc ça permet d'envisager vraiment de la production de petites ou moyennes ou micro-séries, ça dépend des industries évidemment, mais de quand même plusieurs milliers de pièces en étant compétitif d'un point de vue purement financier. C'est, comme on vient de le dire, pas le seul élément qui importe aux clients. Donc après cette introduction, je vais vous introduire. Alors, dans les sondages, j'ai vu que 40% des personnes n'étaient pas familiers de la technologie multi-jet fusion. Donc, cette technologie a été développée par HP, donc uniquement sur le marché d'HP, dans le portfolio d'HP. C'est une technologie propriétaire. Et je vais vous en rappeler les principes fondamentaux de cette technologie multi-jet fusion. Donc, c'est une technologie, on l'a introduit, qui fonctionne avec de la poudre. Donc, c'est des lits de poudre. Et donc, ça fonctionne en 4 étapes. Donc, on va réaliser les pièces en 3D couche par couche. Et donc, la première étape, naturellement, consiste à étaler une épaisseur de poudre. Donc, dans notre cas, c'est 80 microns. Donc, une épaisseur de poudre, donc poudre produite par BSF, dans ce cas-ci, si c'est du PP, par exemple. Ensuite, la deuxième étape consiste à imprimer un motif à la surface de ce lit de poudre. Donc, pour cela, vraiment, on est en cœur de métier d'HP, puisqu'on va réutiliser les têtes d'impression qu'on utilise dans le monde de la 2D. Et pour HP, cette étape-là, c'est à peu près l'équivalent d'imprimer un A3, sauf qu'il n'y a que 2 couleurs dans ce cas-là. Il y a deux types d'agents. Voilà, c'est pas des encres, on appelle ça des agents qui ont une propriété un peu plus spécifique pour réaliser un travail ici pour l'application 3D. Donc ensuite, l'étape suivante consiste à apporter de l'énergie pour faire monter en température et vraiment venir fusionner la matière. Et donc on voit que les zones qui ont reçu cet agent, les petites gouttelettes noires, vont capter plus d'énergie et vont monter un peu plus en température et franchir ce point de fusion. Et puis on a des petites gouttelettes bleues là qu'on met à la frontière qui viennent clairement délimiter la surface à fondre à l'intérieur de l'extérieur. Et comme ça nous permet d'avoir vraiment une frontière très nette entre la zone qu'on veut fondre et la zone qu'on veut ne pas fondre. Le point clé là-dedans, c'est le contrôle thermique. C'est vraiment central, gérer la thermique dans ces procédés-là, puisque voilà, il y a des zones qu'on veut cristalliser, d'autres qu'on veut fondre, gérer la recristallisation, donc c'est un point très important. Voilà, mes slides sautent un peu tout seul. Donc, c'était beaucoup plus fluide évidemment lors de la répétition. Voilà, donc le portfolio de la famille multi-jet fusion, donc toutes ces imprimantes fonctionnent sur le principe que je viens de vous présenter brièvement. Donc les 4 avantages de cette technologie qui sont vraiment inhérents à cette technologie. Le premier, c'est la vitesse, hein. On réutilise les têtes d'impression du monde de la 2D, donc on imprime ça extrêmement vite. Pareil d'imprimer un A3, voilà, aujourd'hui, quand vous allez sur un copieur, la feuille, vous ne l'attendez pas 5 minutes, ça se fait en une fraction de seconde. Le deuxième point, c'est le fait qu'on fait véritablement de la fusion. On obtient des propriétés de matière qui sont isotropiques et vraiment très proches et voire équivalents de l'injection. Il y a des petites différences, on peut en discuter, mais c'est vraiment un mouchoir de poche. Troisième aspect non négligeable, c'est tout ce qui est lié vraiment aux matériaux, l'aspect recyclabilité, on l'a déjà évoqué, on va en reparler un peu plus tard. Donc on a vraiment des taux de recyclabilité élevés, donc 70, 80, voire 100%, ça dépend des matériaux. Et puis on a ces stations de traitement de la poudre qui font qu'on travaille dans un environnement propre, tout le mélange se fait de manière automatique, donc ça c'est très, on va dire, c'est très pratique d'un point de vue opération. Et le quatrième grand avantage, bien sûr, c'est la liberté de forme, puisque les pièces sont autoportées dans le lit de poudre, donc nul besoin de support de fabrication. Donc juste brièvement, on distingue 2 familles de machines. À gauche, les machines de prototypage, qui sont des toutes petites machines, tout en un. Alors toute petite machine, on s'entend bien, c'est une machine qui fait comme 2 mètres de long, 1,20 m de haut, 1 mètre de large. Et puis les 2 machines de droite sont les machines dites de production. Donc la 5200 qui est la dernière arrivée sur le marché il y a maintenant un peu plus d'1 an, et le PP est destiné à cette dernière machine. Les matériaux, le portfolio de matériaux, alors
HP est sur le marché de l'impression 3D depuis maintenant 5 ans. Donc le portfolio, évidemment, on n'a pas, quand on compare au monde de l'injection, c'est sans commune mesure, évidemment. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'ingénieur qui a un problème à résoudre en injection, il va se poser la question de quel matériau utiliser pour répondre aux besoins techniques. En 3D, on a tellement de liberté sur le design, notamment en jouant sur des épaisseurs qu'on peut varier à souhait. Heu, donc on va plutôt jouer sur le design plus que sur le matériau. On a cette corde vraiment supplémentaire à notre arc. Il n'empêche que on a besoin de propriétés matériaux, pour la résistance chimique et ces choses-là. Donc aujourd'hui, chez HP, les premiers matériaux à être introduits sont les polyamides. Donc on a plusieurs familles, polyamide 12, une version chargée en bit vert et puis un polyamide 11. Donc ça, c'est la première famille. La deuxième famille, qui a été introduite, l'année dernière sont les élastomères et notamment, l'élastomère, le TPU, fourni, par BASF qui permet de faire vraiment des matériaux pour absorber des chocs, très élastiques, des grandes élongations. Et puis dans la famille des polyéphiles, on a, voilà ce polypropylène, qui était, voilà, mis sur le marché, heu, au début de l'été et qui va être, voilà, en full accessibility comme on dit, d'ici la fin de l'année, avec ses applications propres, donc on va revenir dessus plus tard. Alors, quand on parle de famille de portfolio, on peut reprocher à HP d'avoir un portfolio, réduit de matières, surtout quand on vient du monde de l'injection. Alors ça, c'est une image, d'un rapport qui est, édité annuellement, qui référence les utilisations de matériaux, dans le monde de la 3D. Et on voit qu'en fait, pour ce qui est lit poudre, ce qui domine de manière ultra majoritaire, c'est, les polyamides. Ensuite, on retrouve des résines, des filaments, voilà, ABS, vous reconnaîtrez peut-être, certains matériaux que vous utilisez. Donc ça, c'est la photographie cette année. Et donc HP, déjà a beaucoup de travail pour essayer de pousser donc le TPU qui a été introduit l'an dernier, donc qui est un élastomère, et lui trouver sa place sur le marché, ses applications, voilà, toutes ces choses-là. Et puis, aujourd'hui, le PP. Donc on peut reprocher à ce portfolio d'être réduit, mais voilà, déjà faire bouger les lignes de cet état de fait aujourd'hui, qui est quasiment uniquement du polyamide, déjà c'est, un énorme travail que mènent, conjointement, BASF, et HP pour pousser ces 2 matériaux sur le marché, leur trouver, leur place, leurs applications. Donc je vais passer la main maintenant à Adrien. Merci. Je viens de reprendre la main en principe, Ouais, Alexandre, sur la présentation. je te laisse la main dans 2 secondes. Je voulais juste rappeler à nos participants de ne pas hésiter à poser leurs questions dans le chat. Je sais qu'il y a déjà quelques questions. Je les reprendrai à la fin. Mais voilà, n'hésitez pas d'ores et déjà à poser vos questions. Adrien, je te donne la main. Super, merci. Et je passe directement à la slide suivante. Voilà, pour repositionner un petit peu. Donc moi, je vais vous parler du polypropylène en tant que tel, enfin en lui-même, le repositionner un petit peu dans cette pyramide des plastiques dont certains d'entre vous manifestement sont très familiers, d'autres peut-être moins. Donc ici, vous avez en bas les plastiques dits standards, les plastiques les plus utilisés dans l'industrie plastique traditionnelle, qui sont très généralement moins chers et qu'on peut qualifier de commodité. Et en haut, les plastiques dits techniques ou à haute performance, qui sont généralement plus chers et en tout cas beaucoup moins utilisés. Pour l'impression 3D, en tout cas pour l'impression 3D de poudre, on utilise quasiment exclusivement des matériaux semi-cristallins qui sont ici à droite. Et même, en fait, on utilise le milieu de la pyramide, essentiellement, donc tu viens de le dire, Sébastien, les polyamides PA6, PA11, PA12. Le polypropylène, lui, est différent. Donc, il vient de cette, comment dire, c'est une commodité. Tu en as parlé un petit peu, Alexandre, tout à l'heure. Tu as rappelé que ça représentait de l'ordre de, je ne sais pas si tu as dit le chiffre, de l'ordre de 20% des utilisations dans l'industrie plastique traditionnelle, très vastement utilisée. Tu as rappelé que dans l'industrie automobile, il était beaucoup utilisé pour les pare-chocs, tableaux de bord, habillage de l'habitacle, réservoir de liquide de frein, ce genre de choses. Tu as cité aussi d'autres secteurs, les emballages alimentaires, les emballages cosmétiques, où il est apprécié pour
son effet charnière. D'ailleurs, je crois que j'ai vu passer une petite question à ce sujet. Et une application d'ailleurs que j'en profite pour rappeler, c'est il est aussi utilisé pour les masques chirurgicaux. Donc voilà, si vous ne connaissiez pas le polypropylène, lui, vous connaissez bien puisqu'il est sur votre nez très régulièrement depuis quelques mois. Donc c'est un matériau très, très connu dans l'industrie plastique traditionnelle, contrairement au PA12 qui représente moins de 1% des plastiques consommés dans l'industrie traditionnelle. Donc c'est assez important de rappeler cela, de rappeler un peu d'où vient le polypropylène, et on peut immédiatement imaginer un petit peu les applications qui peuvent s'ouvrir à ce matériau, étant donné les utilisations qui en sont faites aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on a amené le polypropylène sur le marché? Alors, voici quatre facteurs principaux, je dirais, qui nous ont amené à développer ce matériau. D'une part, il y a une demande dans l'industrie, dans l'impression 3D pour des matériaux moins chers. Même si le coût de la matière n'est pas le principal poste de coût dans le prix de revient d'une pièce, ça reste quand même un poste non négligeable sur lequel on peut agir. Et donc, on a cherché à faire un matériau qui soit plus abordable. D'autre part, le deuxième point, il y a une demande, les clients demandent souvent en impression 3D des matériaux qui existent déjà pour des technologies traditionnelles. Donc souvent, on doit expliquer que les mêmes matériaux utilisés en impression 3D ne vont pas avoir les mêmes propriétés mécaniques, mais la demande, elle a quand même parfois ou souvent du sens dans la mesure où il n'y a pas que les propriétés mécaniques, il y a aussi des propriétés en tant que telles des matériaux. Notamment quand on parle du polypropylène, il a des propriétés qui lui sont bien spécifiques. On va voir l'étanchéité, le fait qu'on peut le souder, etc., la faible résistance chimique qui le rendent pertinent, qui le rend tout à fait pertinent. Un autre driver important, c'est le fait de pouvoir utiliser un même matériau pour le prototypage et pour la pièce finie, pour accélérer le cycle de développement. Et enfin, de pouvoir assembler, le quatrième point, de pouvoir assembler des pièces, faire des assemblages complexes, assembler des pièces imprimées en 3D avec des pièces qui ont été injectées. Et le fait qu'on puisse souder le polypropylène, comme on va le voir, ça permet cela. Donc, voilà, fort de ce constat marché, je dirais, BASF a mis sur le marché un polypropylène. Alors, BASF avait déjà un polypropylène dans son portefeuille pour les technologies de frittage de poudre, et on a travaillé avec HP pour développer un matériau. C'est vraiment pas le même, hein, c'est le même sans être le même, si j'ose dire, mais développer un matériau pour la technologie HP en collaboration étroite entre nos deux sociétés. Et donc, c'est d'ailleurs un matériau qui est co-brandé, le PP High Reusability, enabled by BASF. Petit cocorico, il a été développé intégralement en France, puisque la structure qui a développé ce polypropylène, et qui d'ailleurs effectue l'ensemble de la recherche et développement des poudres de BASF, Forward AM, fait partie de BASF Forward AM depuis quelques années et fait partie intégrante de notre société. Donc voilà, un petit cocorico au passage. Comment est-ce qu'on a répondu donc à ces challenges, je dirais? Donc, effectivement, on a sur le premier point le matériau le plus abordable de tous les matériaux multi-jet fusion. Attention, ça ne veut pas dire qu'il est cheap. Ses propriétés mécaniques sont pour la plupart analogues à celles du plus répandu PA12. Il y a des propriétés selon qui sont plus élevées, plus faibles, etc. Mais enfin, c'est pas tout est moins bon parce qu'il est moins cher. Au contraire, il y a même des propriétés qui lui sont propres, comme on va le voir. Deuxième point, il s'agit d'un véritable polypropylène, et tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, Alexandre. Si vous me demandez quelle est la part de polypropylène dans le PP dont on parle aujourd'hui, c'est
99,x%. Le reste étant la formule magique BASF qui le rend imprimable en 3D et qui le rend imprimable pour la technologie MJF. Mais ce n'est pas un assimilé PP, c'est un PP, c'est un polypropylène. Par rapport au prototypage, enfin, au fait d'accélérer les cycles de production, il y a deux manières de voir les choses. La première, c'est comme les propriétés du polypropylène pour la 3D sont analogues à celles du polypropylène dans l'injection, on peut plus facilement passer d'un prototype à une pièce finie, même si la pièce est injectée. Donc ça, c'est un point. Et le deuxième point, c'est qu'avec la technologie multi-jet fusion, comme l'a expliqué Sébastien, on peut faire de la production de séries et de séries assez conséquentes. Et donc, vous pouvez faire votre prototypage avec le polypropylène dont on parle aujourd'hui, puis ensuite basculer directement sur la série. C'est relativement simple, je dirais. Et vous avez les propriétés des polypropylènes traditionnels, donc faible densité, grande rigidité, étanchéité, faible absorption d'eau, recyclabilité. On va sans doute y revenir un petit peu plus tard. Dernier point, qui celui-là est un point assez important, c'est le fait qu'il est possible de souder le polypropylène. On peut souder plusieurs pièces qui sont imprimées en 3D et souder une pièce imprimée en 3D avec une pièce injectée. Donc la soudure fonctionne tellement bien que ce n'est pas nécessairement le point le plus faible de la pièce, le point le plus fragile. Et on peut utiliser des techniques de soudure très différentes. On en a testé une dizaine et toutes fonctionnent très bien. Je ne pouvais pas ne pas montrer les performances mécaniques. On m'a donné 10 secondes pour montrer cette slide, donc je laisse les ingénieurs parmi vous regarder un petit peu. Un point important à retenir, c'est sans doute le caractère isotropique dont Sébastien ou Alexandre, je ne sais plus, a parlé tout à l'heure. Vous avez des valeurs en XY qui sont soit identiques, soit très proches l'une de l'autre. Et je passe tout de suite pour parler un petit peu effectivement de la haute réutilisabilité, hein, c'est dans le nom, PP High Reusability Enabled by BASF. Donc high, c'est même 100% en fait. 100% de la poudre qui n'est pas transformée en pièces imprimées est réutilisable dans le batch d'après. Évidemment, c'est aussi un des facteurs qui va rendre ça va être un des facteurs de coût, enfin d'efficience de coût pour ce matériau, puisque non seulement déjà il est moins cher que tous les autres, mais en plus il est réutilisable à 100%. Pour bien comprendre, ceux qui connaissent moins les technologies poudre, Sébastien, n'hésite pas à intervenir, mais on part d'un bac de poudre et au sein de ce bac de poudre, on va solidifier une partie de la poudre pour réaliser les pièces qu'on souhaite. Et forcément, il y a une partie de la poudre donc, qui n'est pas solidifiée qu'on va pouvoir récupérer en partie. Et pour la technologie en partie. MJF, c'est aussi vrai. Et avec des taux, et ce en partie, il est plus ou moins vrai en fonction de la technologie, SLS ou MJF, mais il est aussi plus ou moins vrai en fonction du matériau. Et ce que tu dis, Adrien, c'est que dans le cas du PP MJF, il est quasiment de 100%, ou il est de 100%. Il est de 100%. Et là, peut-être cette slide va un petit peu expliciter ça. Vous avez ici 3 cas. À gauche, peut-être une technologie plus traditionnelle, SLS, donc pas la technologie de HP. Au milieu, la technologie de HP avec un PA12 réutilisable à 80%, c'est déjà pas mal, mais 80%. Et à droite, le PP dont on parle aujourd'hui. Donc, quand vous mettez une quantité de matière donnée dans la machine, vous en avez une partie finalement, relativement faible, mais qui devient une pièce imprimée en 3D. Et vous avez une partie selon le taux de recyclabilité que vous êtes obligé de mettre au rebut, sauf pour le PP, où vous pouvez réutiliser 100% pour le batch suivant. Voilà un peu ce que tu as dit, mais je dirais de manière schématique. Donc c'est un avantage, je disais en termes de coût, mais aussi en termes de durabilité ou de sustainability, si on veut, puisqu'il n'y a pas de mise au rebut. Ce qui aurait été dommage de garder uniquement les performances
les caractéristiques du PP sans le côté recyclabilité. Voilà. Et ma foi, j'en ai terminé. Je te laisse la main, Sébastien. Oui, merci. Encore une fois, je me permets, n'hésitez pas, les participants, de poser vos questions. Plus on a de questions, mieux ce sera. Alors juste, attends, je voulais juste ajouter un petit commentaire. Sur la recyclabilité, non seulement le matériau est réutilisable d'une production sur l'autre, mais en plus, les pièces produites, donc, dont vous pouvez vous servir, des fois elles servent qu'une fois et après, voilà, c'est juste une pièce, un outillage. Et ben, ces pièces-là, elles peuvent partir ensuite derrière dans les fameux bacs que vous avez chez vous, mais qui aussi sont des filières industrielles de recyclage. Et donc là, ces pièces peuvent être mélangées à tous les PP injectés pour être recyclées de manière classique. Donc il est vraiment réutilisable de plusieurs façons. Alors, les applications, on en a de multiples. Je vais vous en présenter en détail quelques-unes. Mais déjà, je vais démarrer par une petite vidéo qui vous présente brièvement les applications. Calling all makers of polypropylene products. There is now a way to help accelerate your existing workflows, shorten your time to market, and improve the functionality of your parts. With HP 3D High Reusability PP enabled by BASF. First genuine polypropylene material for 3D printing with HP Multijet Fusion technology. Now you can speed up product development and gain new design freedom by prototyping in the same material as your final parts. Developed by HP and BASF, this genuine polypropylene material produces functional prototypes with best-in-class isotropy that have the same properties as final parts, including outstanding welding capabilities, ideal for a wide range of automotive, industrial, and consumer goods applications. When testing your assembly, your prototypes will function like final parts, accelerating the design validation process. And as you ramp up to full-scale production, HP Multijet Fusion technology allows for bridge production with best-in-class economics that delivers optimal balance between performance and cost. So you can leverage your existing plastics processing workflow with confidence all the way through to final assembly. And choose if and when to invest in tooling and expand your inventory. Accelerate product development and expand your manufacturing capabilities with HP Multijet Fusion technology and HP 3D High Reusability PP enabled by BASF. Voilà un petit peu une présentation succincte. Alors, avant d'en venir vraiment aux applications, je voulais un petit peu revenir sur le cycle de vie et où peut s'insérer l'impression 3D dans ce cycle de vie. Et ça, c'est vrai pour tous les matériaux. On distingue 4 grands types d'applications. Alors, dans vos réponses au sondage initial, on voit bien que le premier, qui est le développement avec la génération de prototypes, c'est très bien connu, c'est de là d'où vient l'impression 3D depuis des décennies, donc c'est très bien établi, les gens connaissent ça. Ensuite, il y a ce qu'on appelle bridge production ou full production. Là, ça dépend vraiment des industries. Il y a une industrie où la série, c'est 100 pièces ou 1000 pièces, et il y a des industries où la série, c'est 100 millions de pièces. Donc, ça dépend un petit peu. Mais en tout cas, aujourd'hui, la technologie multijet fusion a une capacité non seulement une capacité de productivité de la machine en elle-même, parce qu'elle est extrêmement rapide, mais en coût également, de repousser l'intérêt de l'injection au-delà de quelques milliers de pièces, et donc de vraiment faire de la production. Donc des fois, c'est de la série complète, des fois, c'est des pré-séries, ça dépend des industries. Ça, c'est la deuxième grande application. La troisième grande application, c'est tout ce qui est après-vente. Donc, quand vous avez des stocks de pièces pour des garanties de quelques années, donc vous devez stocker des pièces pendant 5-10 ans dans des entrepôts pour pouvoir offrir des solutions de réparation à vos clients.
eh bien, si votre pièce originale est imprimée en 3D, eh bien, ce que vous avez à stocker, au final, derrière, c'est un fichier 3D et vous imprimerez les pièces sur demande en fonction des besoins de la pièce en question. Donc là, on a une réduction significative. Alors, ça se compte en mètres carrés, voilà, et c'est vraiment digitalisé. Et la pièce peut être imprimée au plus près du besoin et pas stockée à un endroit spécifique. Donc ça, c'est les grandes applications qu'on voit naturellement dans le cycle de vie. Puis il y en a une qui est transverse et vous êtes nombreux à l'avoir citée dans les applications, c'est tout ce qui est outillage. C'est compliqué à, c'est compliqué à décrire parce que c'est extrêmement varié. Ce sont des pièces qui vont servir soit à monter la pièce, soit à la valider. Voilà, toutes ces choses-là sur des chaînes de montage. Toutes ces pièces-là qui peuvent être des pièces d'usure, des pièces qui servent qu'une fois, voilà, mais qui sont aussi une application concrète. Alors, on en a déjà beaucoup parlé sur les capacités de soudage des pièces. Alors, elles sont vraiment, c'est un PP, donc là, on montre une dizaine de techniques. Alors, les PA12 et PA11, on sait les souder aussi, mais évidemment, c'est un petit peu moins commode, même si ça se fait. Alors que là, le PP, ça se fait très bien. Et donc, j'ai une petite vidéo qui vous montre. Si vous cherchez sur Internet, vous allez trouver 2 vidéos. Soit on soude 2 pièces imprimées entre elles. Et là, c'est une vidéo où on montre une pièce, alors c'est pour l'exemple, ça n'a pas forcément grand intérêt, mais où on montre comment on soude une pièce imprimée en MJF avec une pièce qui est probablement injectée. Elles n'ont pas la même couleur, parce que la pièce MJF elle est grise, alors que la pièce en PP, là, elle est blanche, transparente. Donc, je vous montre cette vidéo. Voilà, donc c'est un peu rapide, mais voilà, on voit bien qu'on soude une pièce injectée avec une pièce imprimée. Cette pièce-là, celle qu'on a utilisée comme visuel pour le webinaire, je l'ai ici. Donc c'est vraiment une des grandes applications du PP, gestion des fluides, parce que c'est un matériau qui va pas absorber d'eau, un matériau qui est très résistant chimiquement. Donc, comment on arrive à adresser ce type d'application? Il ne suffit pas d'avoir un PP, puisque quand bien même on pourrait le souder, il faut que la pièce, donc les murs qu'on imprime en 3D, il faut qu'ils soient étanches. Et ça, c'est pas courant sur le marché de l'impression 3D. Et les pièces imprimées en MJF sont étanches. Donc, on a des clients qui ont mis plusieurs barres dans des pièces. Il y a un design mécanique à faire, évidemment, qui ont cyclé ça, qui ont fait de la fatigue, et ça se comporte vraiment très bien, souvent de manière comparable. En tout cas, on passe les tests de l'injection. Donc déjà, la pièce en elle-même, le mur imprimé est étanche. Ensuite, ce qui est compliqué souvent, c'est que ce n'est pas une pièce étanche dont on a besoin, mais c'est un assemblage étanche. Et donc là, souvent, on a des jointures à faire ou des raccords, et c'est souvent au niveau de ces raccords que le risque de fuite est le plus fort. Donc, quand on vient souder, alors là, ce n'est pas une pièce soudée, c'est une pièce qui est rapportée, mais la capacité de souder, voilà, là, au moins, on vient fermer la pièce, donc on n'a pas de risque de fuite. Donc, on a des murs étanches et on a un raccord entre les pièces étanches qui nous donne un assemblage étanche. Donc, voilà, ça ouvre vraiment des possibilités de ce côté-là. Et puis une pièce qui va être résistante chimiquement. Un autre aspect important, il y a beaucoup d'industries où ils se mettent à faire de l'optimisation topologique. Alors évidemment, la 3D permet ça, donc permet d'alléger les pièces, donc vraiment d'aller chercher une fonction sans partir d'un bloc, mais vraiment réaliser une fonction sans superflu de matière. Donc ça permet d'alléger les pièces par design, mais aussi par la densité elle-même de ce matériau qui est assez léger. Donc, par rapport à un polyamide, on gagne 10% rien que sur le matériau. Et l'autre application, la seconde application, c'est toujours sur la gestion des fluides. Donc, c'est cette pièce-là qui est assez grande, hein, qui fait une quinzaine de centimètres, qui est un conduit
un conduit de ventilation. Donc, on voit qu'il y a des clips, on voit qu'il y a voilà, des choses comme ça. Donc, cette pièce-là, elle va être assemblée, emboutie sur d'autres pièces. Donc, c'est un matériau qui est élastique, donc qui permet de faire ça. Donc, qui permet de rentrer la pièce dans son logement. Elle va travailler un petit peu et elle va se remettre en place derrière. Et on bénéficie de la grande élasticité de ce matériau pour le mettre en place. Donc ça, c'est 2 exemples, du monde de l'automobile essentiellement, et Bastien, je me permets plutôt le gardien de l'heure. ouais, du prototypage. Alors le dernier exemple, c'est, des pièces de production. Donc là, on est sur, des systèmes de clips. Donc là, par design, on vient créer des possibilités de grande mobilité et de flexibilité de pièces, mais par ce matériau-là est très flexible, donc ce qui permet de faire des clips, de faire des pièces extrêmement flexibles. Et donc, si on a besoin de 10 millions de ces pièces-là, évidemment, on ne va pas les fabriquer comme ça, mais si on en a besoin de quelques milliers, ces pièces-là, on va avec une seule imprimante, alors, comme ça, dans l'ordre de grandeur, on va en imprimer peut-être 500, allez, même plus, 1 millier par jour avec une imprimante. Donc, donc, euh, donc avec une imprimante, vous pourriez imprimer plusieurs dizaines, voire l'ordre de grandeur, centaines de milliers de pièces avec une seule imprimante de ces pièces-là. Donc si vous avez besoin de 10 000, ce n'est pas un problème. C'est vraiment ce que tu appelais le bridge production. Exactement, exactement. C'est exactement ça. Alors, c'est un terme un peu mal défini parce que ça dépend de l'industrie. Des fois, bridge production, ça peut être 1000 pièces. Pour l'automobile, ça va être peut-être 100 000 pièces. Donc voilà, c'est un peu difficile à définir. Mais en tout cas, voilà, en termes de volume, on est sur déjà des volumes conséquents. On en arrive à la conclusion. Je vais redonner la main à Adrien. Voilà, rapidement, hein, Alexandre, on arrive au bout. Simplement pour rappeler les propriétés hein, du matériau. Donc, on parlait d'une excellente résistance chimique, donc qui le rendent compatible avec tout un tas de substances, y compris des graisses. On l'a testé avec des acides, avec des bases, avec des solvants. Et on conserve les propriétés mécaniques, les dimensions de la pièce, etc. La faible absorption d'eau également, c'est important pour les environnements humides. Et pareil, stabilité des performances dans le temps. Je crois qu'il y avait une question d'ailleurs à ce sujet-là, sur la durabilité dans le temps du matériau. La soudabilité, le caractère isotropique, ductile également des pièces, la faible densité, qui est d'ailleurs aussi un facteur de plus faible coût, disons le fait, et j'en viens au dernier point, cost effective high reusability. On arrive à avoir des pièces peu chères avec le polypropylène parce que au kilo, c'est le matériau le moins cher, parce qu'il est hautement recyclable et parce qu'il a une densité également plus faible. Et ensuite, donc les 2 points en bas au milieu de cette slide, un matériau déjà très connu de l'industrie plastique traditionnelle et recyclable également. Et l'étanchéité qui est idéale pour les transports, pour la gestion des fluides, dont Sébastien nous a montré un exemple il y a quelques minutes. Et voilà. Je vais juste terminer avec le dernier slide qui, en fait, est un résumé des prochaines interventions où vous pourrez rencontrer HP, alors soit en physique dès demain à Lyon, ou alors comme ça se fait de plus en plus avec des événements en ligne avec les assises de l'industrie, un webinaire lié au domaine de l'éducation, donc comment rapprocher ces nouvelles méthodes de fabrication des étudiants, donc des utilisateurs de demain, hein, de ces nouvelles technologies. Et puis l'événement organisé avec 3D Native sur le médical qui aura lieu fin novembre. Et puis juste en bas, le contact auquel vous pouvez nous contacter. On est une petite équipe, comme je vous disais, on est moins d'une dizaine en France, donc on est assez réactif. N'hésitez pas à nous solliciter si vous avez des projets, des questions, des compléments d'information dont vous auriez besoin. Voilà.
Bon, merci déjà à tous les deux pour le contenu. Je pense que c'était hyper intéressant. C'est des choses qu'on connaît mal encore à l'heure actuelle. Merci aussi d'avoir été assez ponctuel sur l'horaire. Il nous reste quelques minutes pour répondre aux questions qu'on a sur le chat. Encore une fois, merci à vous deux, Adrien, Sébastien. Moi, j'ai une première question et pendant ce temps, je vais piocher des questions dans le chat. J'ai un sujet, moi, qui m'intéresse toujours beaucoup dans le domaine de l'impression 3D, c'est le DFM, c'est le Design for Additive Manufacturing. C'est toutes les règles de conception vraiment qui peuvent être des contraintes, mais qui peuvent aussi, au contraire, offrir des opportunités formidables. C'est comment, voilà, tu en as un peu parlé d'ailleurs, Sébastien, on réfléchit plus à la contrainte matériau, on réfléchit plus au design maintenant. Voilà, quelles vont être les règles de conception qui vont être spécifiques à ce matériau? Est-ce qu'on en a déjà des règles qui sont spécifiques dès lors qu'on se dit je vais imprimer en PP? Est-ce qu'il faut que je fasse attention à certains points? Est-ce que, vu qu'on parle de soudure, et on sait que l'assemblage, c'est aussi la possibilité de pouvoir réduire le nombre de composants, la possibilité de réduire les assemblages, peut-être prend encore plus son sens avec le PP. Est-ce que sur le post-traitement, sur le dépoudrage, il y a des choses auxquelles il faut faire attention avec le PP? Vu que c'est un matériau, vous en avez quand même pas mal parlé aujourd'hui, avec un vrai focus sur la production en série, sur cette bridge production dont on a parlé, on peut vraiment commencer à produire en masse des pièces. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des contraintes, je ne sais pas, en termes de nesting, qui est un nesting qui est proche et qui est propre à la technologie MJF? Voilà. Qu'est-ce que ça vous inspire? Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention? Est-ce qu'au contraire, il y a des choses, dès lors qu'on part de la conception, sur lesquels on va devoir s'appuyer pour le PP spécifiquement? Alors effectivement, HP a en ligne, hein, sur le site d'HP, ce qu'on appelle un MJF Handbook, qui s'adresse aux ingénieurs et aux designers, un peu plus aux designers d'ailleurs, qui rappelle les règles de base, les épaisseurs minimales qu'on peut atteindre, les précisions auxquelles on peut s'attendre, toutes ces choses-là. Ensuite, sur la partie spécifique au PP, je dirais qu'il y a peut-être une règle qui va être un peu spécifique au PP, ça va être le fait qu'on va avoir un peu plus de difficulté à imprimer des pièces extrêmement massives. Sachant qu'en 3D, on va toujours vers le plus léger. Donc, est-ce que ça va limiter des applications? Pour tout ce qui est capotage, toutes ces choses-là, il n'y a aucun souci. Ce genre de pièces, évidemment. Donc, voilà un petit peu une des limitations un peu spécifiques, un peu plus spécifiques au PP. Sinon, non, les règles de design, en fait, la première règle, c'est apprendre à désapprendre par rapport aux gens qui viennent du monde de l'usinage, les gens qui viennent du monde de l'injection, évidemment, apprendre à désapprendre toutes les contraintes auxquelles on est habitué et auxquelles on oublie de se les enlever, en fait. Et après, il y a un certain nombre d'outils qui sont des classiques, hein, l'utilisation de treillis pour faire des structures très rigides et très légères. Voilà, il y a ce genre de choses. On peut même aller vers de l'optimisation topologique, j'en ai un petit peu parlé, c'est déjà beaucoup plus avancé, mais même sans aller jusque-là, déjà, on peut faire beaucoup de choses. Donc l'idée, là, vraiment, c'est désapprendre et se focaliser sur la fonction. Pourquoi la pièce est faite en 4 morceaux? Finalement, si c'était tout en un, est-ce que j'en serais pas plus satisfait? Ce genre de choses. Donc voilà, pour la partie design. Ensuite, la partie production, voilà, peut-être les pièces très massives qui vont être un peu plus compliquées à mettre en forme. Non, après, pas d'autres particularités du PP. Peut-être un point en complément. Je ne veux pas parler pour HP, mais en tout cas pour ce qui est de BASF, et au regard du fait qu'effectivement, il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui ne sont pas très familières des technologies d'impression 3D, BASF on accompagne des clients, des entreprises, quel que soit leur degré de maturité dans l'adoption de la fabrication additive, pour effectivement
aider à la conception de pièces quand elles sont conçues avec nos matériaux, aider à la mise en production. Pour le post-processing également, on a toute notre bureau d'études interne qui est capable d'accompagner les clients parce qu'effectivement, ce sont des questions pas toujours simples. Oui, sur la partie design également, alors on faisait, alors il y a encore quelques mois quand on pouvait être un peu plus facilement rencontré et organiser des événements physiques, on a organisé des journées spécifiques, donc Design for Additive Manufacturing, où euh, on présentait la technologie, on allait sur un site pour voir une imprimante et puis on essayait de donner comme ça les premières règles de design et en même temps de sélection de pièces dont le potentiel 3D serait le plus grand. Parce que souvent, les gens ont plein de pièces, ils ne savent pas trop par quel bout démarrer, donc on donne un petit peu les premiers ingrédients pour attaquer ces choses-là. Sur le post-traitement, alors c'est un sujet vraiment, c'est un domaine très vaste et qui évolue très vite. Il y a encore 6 mois, il n'y avait pas tous les post-traitements. Alors, c'est des pièces qu'on peut peindre, comme beaucoup de plastique. Et puis, il y a encore 1 an, quand on commençait à entendre parler du PP chez HP, au moins pour la partie commercialisation, on disait par contre, c'est un matériau qu'on ne va pas pouvoir polir chimiquement. On va pouvoir le polir mécaniquement, mais pas chimiquement. Et en fait, depuis les entreprises qui développent ces procédés-là ont trouvé des solutions pour les polir chimiquement et venir améliorer l'état de surface si on veut faire des pièces esthétiques, par exemple. Donc, ça évolue très vite. Sébastien, tu as répondu d'ailleurs à une autre question. Il y a eu pas mal de questions sur le post-traitement, savoir quelles sont les techniques de post-traitement qui étaient disponibles pour le PP spécifiquement en termes de peinture également. Oui, alors j'ai fait un webinaire il y a quelques mois, donc je vous invite on n'a pas mis le lien là, mais on pourra le rajouter dans les slides, le lien vers les webinaires, et on a un webinaire spécifique au post-traitement qui rappelle un peu vraiment les post-traitements primaires et secondaires, donc optionnels. Et donc ce webinaire est toujours d'actualité avec le PP puisque on a 2 types de post-traitement, hein. Soit on n'est pas satisfait de l'état de surface brute des pièces, donc là on va venir faire un polissage mécanique ou chimique, et ensuite on peut venir apporter un coating, donc une peinture ou un coating, soit pour des aspects esthétiques, la couleur, soit pour le protéger des UV, soit pour le protéger des rayures, soit pour le protéger de la poussière qui pourrait s'accumuler dessus. Voilà, il y a tas de raisons de vouloir. On a des questions, Sébastien, sur les équipements compatibles en termes de post-traitement. J'imagine qu'ils peuvent t'envoyer un mail, peut-être. Oui, je pense que là, ce serait bien de. D'ailleurs, Adrien. N'hésitez pas. Ok, super. On a pas mal de questions pour comparer, qui viennent comparer le PP au PA12 ou même au PA11, au PA12GB aussi chez HP. Alors, je vais en prendre 2-3 et puis je vous laisse répondre. En termes de processabilité, quelles sont les différences entre un PP et un PA? On a Julien qui nous parle du ressenti des designers produits sur le PA12 qui estiment avoir un comportement, le PA12 aura un comportement assez similaire au PP injecté, tandis que le PA12GB se comporte plutôt comme un PA injecté. Comment expliquer ce ressenti? Je vais en reprendre une note qu'il y avait sur le PA11. Je vous laisse réfléchir à la réponse en attendant. C'était un peu plus loin. On a beaucoup de questions. Sur les coûts, bien évidemment. Alors on a parlé aujourd'hui, le PP c'est un vrai argument, le coût, mais comment ça se passe par rapport au PA12, par rapport au PA11? Voilà, le PP est-il adapté à un usage extérieur prolongé comme le PA11? Voilà, c'est pas mal de questions qui comparent à des matériaux qui connaissent déjà, en tout cas en impression 3D, malgré le fait que, comme tu expliquais en intro, Sébastien, le PP est quand même beaucoup plus populaire sur le marché. Alors, pour le ressenti, effectivement, les PA et PP, d'un point de vue raideur, ils sont assez proches. Le PP, je crois, est un tout petit peu moins raide que le PA. Donc, il y a un bout de Young un petit peu plus faible pour les ingénieurs. Par contre, en termes de résistance à la rupture, il va être 2 fois moins résistant. Donc, en fait, quand on parle
de ressenti, j'imagine que c'est des personnes qui vont tester l'élasticité des pièces, qui ne vont pas chercher à les casser et savoir. Ils n'ont pas, on va dire, une mesure de force, ils n'ont pas un dynamomètre dans les muscles, donc je ne pense pas qu'ils arrivent à ressentir ça, mais c'est plutôt sur l'élasticité, donc c'est possible. Ensuite, par rapport à l'injection, au niveau de la raideur, on va être très proche d'un matériau injecté. Là, on va être un petit peu différent. Ça va être sur l'élasticité, l'élongation à la rupture, pardon. Et ça vient de la physique. Donc, les injections comme MJF, on passe par une phase liquide. Donc, il y en a un où toute la pièce est liquide en même temps, l'injection, et il y en a un, le MJF, où la pièce est liquide couche par couche. Donc, en fait, une couche, elle est liquide, elle descend, on empile plusieurs couches liquides dessus, puis elle cristallise lentement derrière. Donc, en fait, tout ça, ça passe par un état liquide, donc c'est pour ça que c'est vraiment isotrope. Par contre, en injection, la pièce va refroidir en 1 minute, alors qu'en MJF, la pièce va refroidir plutôt en dizaines d'heures, on va dire. Donc, ça crée une différence tout simplement sur la cristallinité, la cristallisation de la pièce. Et donc, on a des pièces qui sont un petit peu plus dures et un peu moins élastiques. Donc, voilà. Mais c'est sur les comportements vraiment quand on va vers la rupture. Sur un comportement élastique, les modules de Young là sont relativement proches d'un PP injecté, on va dire. Et c'est pareil pour le PA12. C'est vraiment la physique de refroidissement et de cristallisation qui est un peu différente avec l'injection. Sébastien, je me permets de te couper. Adrien, n'hésite pas d'ailleurs à rentrer dans la discussion. Parce que Sébastien répond très bien. Tu compares, on parlait de beaucoup de matériaux, PA12, PA12GB, mais aussi de PP injectés. Il y a beaucoup de comparaisons à faire. Il y avait une question notamment sur la tolérance des pièces PP injectées versus PP imprimées en MJF. Parce que tu as parlé des caractéristiques techniques, d'élongation, de résistance, etc. Et en termes de précision, tu aurais des éléments à nous donner là-dessus? Alors, en termes de précision, la première chose à rappeler, c'est que HP a fait un gros effort à travers des white papers de caractérisation de ces éléments-là pour toutes les imprimantes et pour toutes ces imprimantes et pour tous les matériaux. Et on a cherché à faire l'effort didactique de mettre notre matériau sur une échelle bien connue des injecteurs. Alors, ce n'est pas la seule, mais c'est ce qu'on appelle l'IT grade. C'est, puisque en quelque sorte, la précision d'une pièce va dépendre de sa taille, c'est plus facile d'avoir une tolérance d'1 dixième sur une pièce d'1 centimètre que sur une pièce de 300 mm. Donc, voilà, il y a des lois un peu plus complexes qui reflètent ça. Et donc, pour du PA12, on est sur un IT grade 13 qui correspond à un moule aluminium, on va dire, pour l'injection. Ça, c'est pour le PA12. Et pour le PP, on sait qu'on est un petit peu moins précis puisque c'est un matériau qui a une conduction. Là encore, on retombe sur de la physique, c'est un matériau qui est conduit beaucoup moins à la chaleur. Donc, il est plus compliqué à mettre en forme. Donc voilà. Ensuite, il faut bien reconnaître également qu'on a encore beaucoup moins de retours d'expérience sur le PP que sur le PA12. Donc, moi, en tout cas, à mon échelle. Donc voilà, c'est les premiers ressentis. Merci Sébastien. Déjà, c'est pas mal d'éléments à nous donner. D'un point de vue imprimabilité, on a quelques questions sur le PP imprimé a une tendance au bending. Est-ce qu'il y a des phénomènes de warping qu'on peut avoir avec certains matériaux, notamment à haute performance? C'est quoi les retours là-dessus, Sébastien? Les retours, c'est la même chose. Donc, c'est un matériau qui conduit peu la chaleur. Donc, en fait, quand on laisse refroidir, il y a des gradients thermiques qui se mettent en place. Donc, le cœur du gâteau est chaud et l'extérieur est froid. Et ça, pendant très longtemps, parce que ça descend très lentement la température. Donc, une des contraintes, typiquement, c'est que le PA12, on peut l'accélérer rapidement, le refroidir rapidement, pardon. Voilà, on va aspirer de l'air en permanence. Comme ça, on arrive à imprimer en 12 heures et refroidir en 12 heures.
Alors que pour le PP, on va plutôt, on demande de le refroidir naturellement, c'est-à-dire de le laisser refroidir lentement. Donc, et pour ça, on a un device qui est prévu. Donc, on sait qu'il y a une tendance plus forte à déformation, donc on va refroidir plus lentement. Donc, voilà, un peu la contrainte. Et d'ailleurs, une des questions, Sébastien, tu réponds à tout, c'est parfait. Sur les temps de refroidissement de l'EPA11 et le PP sur une 5200 sont différents. Oui, ils sont légèrement différents sur. Alors, ça encore, c'est application dépendant, hein. HP laisse de la marge à l'utilisateur pour soit ajouter 50% de refroidissement, soit enlever 50%. Donc, il y a des pièces, on les imprime. Ce type de pièce, ça ne va pas beaucoup se déformer. Cette pièce-là, qui est un peu plus grande et plus plate, va se déformer un petit peu plus. Donc, suivant ce que vous imprimez, vous serez plus ou moins sensible à cette chose-là. Mais en tout cas, pour le standard, en tout cas pour le refroidissement naturel, donc là, sur un job complet en 5200 sur du PA, on va être sur une trentaine d'heures, alors qu'on va plutôt être sur 50 heures pour du PP. Donc voilà. Après, on peut toujours enlever 50% de ces 50 heures ou rajouter 50%. Et si on veut des pièces plus rapides, on peut toujours imprimer un demi-job qui refroidit 2 fois plus vite. Donc, il y a toujours ça, sans impacter le prix pièce. Et si je peux faire un petit commentaire par rapport à ça, donc effectivement, ça met plus de, le polypropylène met plus de temps à refroidir, donc ça rajoute un petit élément de complexité par rapport au calcul de coût. Et puis pour revenir sur une des questions que tu as mentionné aussi, Alexandre, mais donc en fait, je parle sous ton contrôle, Sébastien, mais pour une série, pour imprimer des séries en polypropylène, il faudra peut-être davantage d'unités de refroidissement, qui va légèrement augmenter les coûts fixes dans la part des coûts fixes dans le prix de la pièce finale. Néanmoins, les coûts variables dont on a déjà parlé rattrapent largement ce coût légèrement plus élevé. Alors, juste un complément sur l'imprimante 5200. Sur l'imprimante 4200, la station de fabrication est immobilisée pour le refroidissement. Donc, forcément, on a un appareil sophistiqué avec de l'électronique, de la thermique, voilà, qui est immobilisé juste pour refroidir des pièces. Sur la 5200, on peut transférer le gâteau, donc quand il est sorti de l'impression, de la station de fabrication vers ce qu'on appelle une unité de refroidissement, ou Natural Cooling Unit en anglais. Et donc, on transfère le gâteau dans cette boîte, et après, cette boîte, on la met sur l'étagère pendant 50 heures pour la moyenne, ou 40 ou 60 suivant l'application. Et donc, en fait, on arrive à limiter le surcoût, puisque cette unité de refroidissement, c'est juste une boîte qui coûte pas très cher par rapport à l'unité de fabrication, effectivement, qui est un équipement beaucoup plus sophistiqué. Donc, HP a déjà beaucoup réduit ce surcoût-là lié au long temps de refroidissement avec cette nouvelle unité de refroidissement sur la 5200. Je vais prendre 2-3 dernières questions. Sébastien, Adrien, n'hésitez pas à répondre vraiment très rapidement. J'ai pris des questions très spécifiques et puis je pense qu'on s'arrêtera là parce qu'on a bien dépassé. Je vais moi-même répondre à une des dernières questions qu'on a eues de cette matière est faite en France. Oui, elle est faite en France. Adrien nous a donné des éléments de réponse là-dessus. Elle est faite en France. Elle est conçue en France, en fait. Voilà. Et donc, quelques questions que je m'étais notées sur l'épaisseur minimum d'impression, de couche d'impression avec le PP. Est-ce qu'il y a une épaisseur spécifique au PP? Non, c'est la même. Il y avait une question tout à l'heure, je n'ai pas répondu, mais quelle est la différence d'un point de vue opérabilité? Pour l'opérateur, c'est extrêmement transparent. Entre le moment où il soumet son job et le moment, voilà, là, on ne voit pas de grande différence. La poudre, elle est blanche, les pièces en grise en sortant, on voit le balai voilà, c'est vraiment transparent. Donc, Ok. Et une autre question pareil, très précise, le PP est-il adapté à un usage extérieur prolongé, GL, UV, comme le PR11? J'avoue que j'ai pas tout à fait assez de retour là-dessus. Ce qu'il y a de sûr, c'est que des fois, on a des gens qui disent alors oui, mais j'ai des pièces, mais je les mets sous un
pare-brise pendant 24 heures et elles ressortent à plein. Parce qu'il y a des plastiques comme ça qui supportent vraiment pas les UV. Alors, on n'est pas sur ce type de plastique-là, on est sur des plastiques beaucoup plus techniques, en PA comme en PP. Donc après, on parle en centaines ou en milliers d'heures d'exposition. Donc là, je ne suis pas capable de vous dire très finement la résistance à ces aspects-là. Bon, très bien, encore une fois, merci à vous deux pour toutes vos réponses. Il y avait beaucoup de questions, il y en a peut-être quelques-unes qu'on n'a pas traitées. N'hésitez pas à envoyer vos questions à Sébastien, il y a son email qui apparaît à l'écran. Adrien, si tu veux aussi donner éventuellement ton… Oui, bien sûr. Bon, je pense que vous pouvez me trouver très facilement sur LinkedIn et on peut très bien commencer comme cela. Adrien Rago, R-A-G-O-T. Voilà. Et beaucoup de questions aussi sur le replay. Bien évidemment, le webinaire sera disponible en replay dans les prochains jours. Voilà, encore une fois, un grand merci aux participants, mais surtout à nos deux conférenciers du jour, Adrien et Sébastien. Merci de vous être prêtés au jeu. Merci beaucoup, Alexandre, pour l'invitation. C'était top de vous avoir tous les deux. Et j'espère à très vite. Merci à vous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.